Los Angeles, décembre 1927. Un homme élégamment vêtu, à l'allure distinguée, entre dans l'établissement Mount Vernon Junior High School et se présente comme Monsieur Cooper, prétendant être un employé de la First National Bank. S'adressant à la secrétaire Mary Holt, il raconte une histoire élaborée. Perry Parker, un respectable employé de banque, a été victime d'un grave accident et se trouve entre la vie et la mort. D'une voix pressante, il demande la présence immédiate d'une des filles Parker. La décision qui allait changer à jamais le destin d'une famille est prise en quelques instants. Marion Parker, âgée de 12 ans, est appelée au secrétariat, tandis que sa sœur jumelle, Marjorie, reste en classe, inconsciente du drame qui se déroule. Aucune vérification supplémentaire n'est effectuée. Aucun appel téléphonique pour confirmer l'histoire. Marion quitte simplement l'école avec l'inconnu. Quelques heures plus tard, la famille Parker reçoit le premier d'une série de télégrammes sinistres. Le contenu est calculé et précis, 1500 $ en certificats d'or américains doivent être livrés dans les 72 heures. Le ravisseur, s'identifiant comme George Fox, établit ses conditions avec une clarté brutale. Aucun contact avec la police. Discrétion absolue. Délai non négociable de 72 heures. Cette série d'événements apparemment simples allait déclencher l'une des enquêtes criminelles les plus intenses et troublantes de l'histoire de la Californie. Si vous appréciez les affaires criminelles réelles, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le 16 décembre 1927, après avoir reçu les exigences du ravisseur, Perry Parker entreprend l'une des actions les plus critiques et délicates de l'affaire, la préparation de l'argent de la rançon. Le montant exigé était de 1500 $ en certificats d'or américains, une somme qui, bien que significative pour un employé de banque de l'époque, n'était pas extraordinaire, équivalent à environ 27 000 $ en valeurs actuelles. Parker, faisant preuve d'un remarquable sang-froid même au milieu du désespoir d'avoir sa fille enlevée, prend une décision cruciale qui s'avérerait plus tard fondamentale pour l'enquête. Il documente méticuleusement les numéros de série de tous les billets qui seraient remis au ravisseur. Cette action est réalisée discrètement, suivant scrupuleusement les instructions du criminel de maintenir ses activités quotidiennes apparemment normales. La documentation des numéros de série était une mesure d'enquête essentielle, car elle permettrait aux autorités de tracer l'argent après la livraison. Cette stratégie s'est avérée particulièrement efficace lorsque, plus tard, l'un des billets de 20 $ a été utilisé dans une boutique de vêtements à Seattle, fournissant aux enquêteurs une piste cruciale sur les déplacements du ravisseur. Le matin du 17 décembre 1927 s'est levé avec des gros titres dans les journaux de Los Angeles qui allaient changer dramatiquement le cours des négociations. La couverture médiatique de l'enlèvement de Marion Parker a mis le ravisseur en colère, qui a répondu par une série de télégrammes de plus en plus menaçants adressés à la famille Parker. Les messages, signés alternativement « Destin » et « Renard », démontraient que le criminel avait détecté la surveillance policière de la nuit précédente. Avec une précision inquiétante, il a décrit les 2 voitures fermées qui avaient suivi Perry Parker, démontrant son niveau d'observation et de planification. Parallèlement aux télégrammes menaçants, la famille continuait de recevoir des notes prétendument écrites par Marion, suppliant de coopérer avec les exigences du ravisseur. Le moment décisif est arrivé à 19h15, lorsque le téléphone a sonné dans la résidence Parker. La voix à l'autre bout du fil, décrite plus tard comme « contrôlée et uniforme », a fourni des instructions méticuleuses pour une nouvelle tentative de livraison de la rançon. Perry Parker devait conduire seul jusqu'à un coin spécifique sur Manhattan Place. À l'endroit désigné, une Chrysler s'est approchée de la voiture de Perry. Le conducteur, partiellement dissimulé par un bandana, maintenait une arme pointée. Sur le siège passager, Perry a aperçu ce qui semblait être Marion, une silhouette immobile enveloppée dans des couvertures, ses yeux ouverts et fixes. Lorsqu'il s'est enquis de l'état de sa fille, le ravisseur a affirmé qu'elle dormait simplement. Après la livraison de l'argent et une rapide vérification du contenu, le véhicule a avancé de quelques mètres jusqu'à une zone plus sombre. C'est alors que le colis a été poussé hors de la voiture. Ce que Perry Parker a découvert en déballant la couverture allait révéler l'étendue de la brutalité du crime. Le corps de Marion avait été méthodiquement mutilé. Les jambes avaient été complètement retirées, et les bras étaient coupés juste en dessous des coudes. Ses yeux, bien couverts, étaient maintenus artificiellement ainsi par des fils d'acier qui maintenaient les paupières rétractées, dans une tentative macabre de simuler la vie. Le meurtrier avait appliqué du maquillage sur ses joues pour lui donner de la couleur et une apparence de vie pendant le bref moment de l'échange. La cavité abdominale contenait une serviette portant l'emblème des appartements Bellevue Arms et un morceau de chemise masculine, utilisé pour remplir l'espace où se trouvaient auparavant ses organes.
Le corps avait été préparé pour paraître intact lorsqu'il était enveloppé dans les couvertures, permettant au ravisseur d'exécuter sa mise en scène lors de la livraison de la rançon. Les cris de Perry ont résonné dans la rue, attirant les commerçants locaux et les passants. En quelques minutes, les véhicules de police convergeaient vers les lieux. Le détective George Contrera, en arrivant sur la scène, a coordonné le début de l'une des plus grandes chasses à l'homme jamais vues en Californie. Le lendemain, les parties restantes du corps de Marion seraient découvertes dans le parc Elysian, enveloppées dans des journaux, une découverte qui ne ferait qu'amplifier l'horreur de cette nuit et l'urgence de la recherche du meurtrier. L'affaire Marion Parker, à travers ce moment crucial, allait laisser une marque indélébile dans l'histoire criminelle américaine. Le matin du 18 décembre 1927 s'est levé sur un Los Angeles en état de choc. La nouvelle du meurtre de Marion Parker circulait déjà rapidement, mais personne n'était préparé aux découvertes supplémentaires que ce dimanche réservait. Vers 21h la veille, le corps de Marion est arrivé à la morgue, où le docteur A.F. Wagner a immédiatement commencé l'autopsie. La situation était particulièrement délicate pour Wagner, qui vivait à côté des Parker depuis 4 ans et connaissait bien la famille. Son rapport initial a documenté avec une précision clinique l'état du corps, le tronc n'était préservé que jusqu'à 1 pouce au-dessus du nombril, et les bras ne restaient que jusqu'aux articulations des coudes. Une incision de 2 pouces marquait l'épaule gauche. L'examen médico-légal a révélé que Marion avait été étranglée, et que toutes les coupures avaient été effectuées après sa mort. Ses organes internes, là où ils étaient présents, étaient intacts et sains, indiquant qu'il n'y avait pas eu d'autre traumatisme physique avant la strangulation. Le meurtrier avait rempli les cavités du corps avec une serviette des appartements Bellevue Arms et un morceau de chemise masculine, des preuves qui s'avéreraient plus tard cruciales pour l'enquête. Pendant que l'autopsie se poursuivait, le matin a apporté de nouvelles découvertes troublantes. Un homme qui faisait sa promenade matinale dans le parc Elysian a trouvé 2 paquets enveloppés dans du journal abandonné au bord de la route. En les ouvrant, il s'est retrouvé face aux avant-bras de Marion. En quelques heures, les enquêteurs ont localisé les autres parties du corps dans un ravin proche. Le département de police de Los Angeles a mobilisé une force d'intervention sans précédent. Plus de 20 000 personnes, entre policiers et volontaires, se sont unies dans la recherche du meurtrier. Une récompense initiale de 450 000 $ a été offerte pour la capture du criminel, mort ou vif, montant qui a ensuite augmenté à 500 000 $ avec des contributions privées. La découverte de la serviette portant l'emblème du Bellevue Arms a conduit les enquêteurs au complexe d'appartements. Les équipes de police ont effectué une fouille méthodique de chaque unité, interrogeant résidents et personnel. Le concierge de l'immeuble a fourni des informations cruciales concernant un locataire qui avait été vu transportant des paquets suspects vers sa voiture dans la nuit du 16 décembre et nettoyant les sièges du véhicule le lendemain. La peur s'est rapidement propagée dans la communauté. La fréquentation scolaire a chuté dans les jours suivants, les parents craignant d'envoyer leurs enfants en classe. La panique était telle que le gouvernement du Mexique a temporairement fermé sa frontière avec la Californie pour empêcher la fuite possible du meurtrier. Les journaux de Los Angeles ont saturé leurs pages de détails sur le crime, extrapolant souvent les faits connus avec des spéculations sensationnalistes. Certains médias sont allés jusqu'à publier de fausses informations sur de supposées tortures et d'autres horreurs qui n'ont pas été confirmées par l'autopsie. Cette couverture exagérée n'a fait qu'augmenter le climat de terreur dans la ville. La police a établi des barrages sur toutes les principales routes de sortie de la ville. Les hommes ressemblant à la description du suspect étaient constamment arrêtés et interrogés. Dans un cas particulièrement tragique, un homme qui ressemblait au suspect a été détenu 7 fois en seulement 8 heures, finissant par supplier de rester sous garde policière pour sa propre protection. Au-delà des preuves physiques trouvées avec le corps, les enquêteurs ont réussi à extraire des empreintes digitales de la voiture abandonnée par le meurtrier. Le véhicule, découvert dans un parking au croisement de la 9e et de Grand Street, avait été soigneusement nettoyé, à l'exception du volant, une négligence qui s'avérerait plus tard fatale pour le criminel. Le laboratoire criminel du LAPD a commencé une analyse méticuleuse de toutes les preuves collectées. Les experts en graphologie ont examiné les lettres et les télégrammes, les analystes médico-légaux ont traité les empreintes digitales trouvées, et les criminologues ont étudié les modèles du crime, établissant les bases de l'une des premières grandes enquêtes scientifiques de l'histoire de la police de Los Angeles. Le 20 décembre 1927, l'enquête sur le meurtre de Marion Parker a atteint son tournant. Les techniciens médico-légaux, en traitant la Chrysler abandonnée dans un parking au croisement de la 9e et de Grand Street, ont découvert que le meurtrier, malgré sa méticulosité dans sa tentative d'éliminer les preuves, avait commis une erreur cruciale, il avait oublié de nettoyer le volant. Cette unique négligence a permis la collecte d'empreintes digitales nettes qui se sont révélées fondamentales pour l'affaire.
Les empreintes trouvées sur le volant correspondaient parfaitement à celles laissées sur les télégrammes envoyés au Parker. Lorsqu'elles ont été comparées au registre criminel, les empreintes digitales ont mené à William Edward Hickman, un jeune homme de 19 ans avec un historique criminel déjà significatif pour son âge. La découverte a envoyé des ondes de choc à travers l'équipe d'enquête. Le meurtrier n'était pas un étranger, mais quelqu'un qui connaissait intimement la routine de la famille Parker. À la First National Bank de Los Angeles, où Perry Parker travaillait comme caissier, Hickman avait été employé comme messager. Durant son passage à la banque, il avait démontré sa propension au crime en falsifiant environ $400 en chèques. Pour ce délit, il avait reçu une peine relativement clémente, 6 mois de liberté conditionnelle. Après avoir purgé sa peine, il avait tenté sans succès de récupérer son poste à la banque. L'enquête s'est intensifiée aux appartements Bellevue Arms après la découverte de la serviette portant l'emblème de l'établissement aux côtés du corps de Marion. Les enquêteurs ont découvert que Hickman avait récemment résidé dans le complexe sous le pseudonyme de Donald Evans. L'appartement, une fois perquisitionné, s'est révélé être une source cruciale de preuves. Plusieurs lames de rasoir ont été trouvées, ainsi que des piles de journaux relatant l'enlèvement. Plus significativement, ils ont découvert un mémorandum partiellement brûlé qui semblait être un brouillon des demandes de rançon. Le concierge de l'immeuble a fourni des informations vitales sur les activités suspectes de M. Evans. Il a été témoin du suspect transportant plusieurs paquets vers sa voiture dans la nuit du 16 décembre, suivi d'un nettoyage méticuleux des sièges du véhicule le lendemain, des détails qui ont acquis une signification sinistre compte tenu des événements connus. Mary Holt, l'employé de l'école qui avait involontairement remis Marion au ravisseur, a fourni une identification positive en voyant la photographie de Hickman. Sa description détaillée de l'homme qui s'était présenté comme M. Cooper correspondait précisément à Hickman, âge apparent entre 25 et 30 ans, environ 1m73, 68 kg, constitution mince, très fin, teint moyen, bien rasé et cheveux bruns foncés ondulés. Le capitaine James Behan de la brigade criminelle, même face aux preuves substantielles trouvées dans l'appartement, y compris les lames de rasoir, les journaux et les brouillons brûlés, a initialement maintenu une position prudente, déclarant à la presse qu'il n'y avait aucune indication concluante que Marion Parker avait été emmenée à cet endroit. Cette déclaration serait plus tard contredite par les preuves médico-légales. Perry Parker, en étant informé de l'identité du suspect, a immédiatement reconnu la familiarité effrayante de la voix du ravisseur lors des négociations téléphoniques. Cependant, même en connaissant Hickman de la banque, Perry ne pouvait identifier aucun motif spécifique pour lequel sa famille avait été ciblée. Dans son témoignage, il a affirmé ne se souvenir d'aucun signe d'instabilité ou de désir de vengeance durant leurs interactions précédentes avec Hickman. L'enquête sur le passé de Hickman a révélé que sa carrière criminelle avait commencé à Kansas City, où il avait formé un partenariat avec Welby-Hunt. Ce qui avait commencé par de petits vols et des falsifications s'était rapidement transformé en braquage à main armée. En 1926, Hickman et Hunt avaient quitté Kansas City pour Los Angeles, où Hickman obtiendrait l'emploi à la banque qui le mettrait en contact avec les Parker. La traque qui a suivi son identification était sans précédent dans l'histoire de la Californie. Plus de 20 000 personnes, incluant policiers et volontaires, se sont mobilisées dans la recherche de Hickman. Une récompense initiale de $450 000 a été offerte pour sa capture, mort ou vif, montant qui a augmenté à $500 000 avec des contributions privées. L'affaire a pris une telle ampleur que le gouvernement mexicain a pris la mesure extraordinaire de fermer temporairement sa frontière avec la Californie pour empêcher une possible fuite. La recherche de Hickman a généré des situations de panique et de confusion. Un homme qui ressemblait au suspect a été détenu 7 fois en seulement 8 heures, finissant par supplier de rester sous garde policière pour sa propre protection. Un autre sosie a été sévèrement battu par une foule en colère et, tragiquement, après avoir été emmené en prison pour sa sécurité, a fini par se suicider. Les autorités ont établi des points de contrôle sur toutes les principales routes de sortie de la ville. Des agents ont été affectés à la surveillance des gares ferroviaires, des terminus d'autobus et de tous les points de fuite possibles. La police des villes voisines a été alertée, et un réseau d'informateurs a été établi pour surveiller tout mouvement suspect. Les enquêteurs ont également suivi la piste de l'argent de la rançon, dont les numéros de série avaient été soigneusement enregistrés par Perry Parker. Cette précaution s'avérerait précieuse dans les jours suivants, lorsque certains billets ont commencé à apparaître dans des établissements commerciaux, fournissant des indices cruciaux sur les déplacements du fugitif. Le 21 décembre 1927 a apporté les premiers signes concrets de la localisation de William Edward Hickman. Dans la ville de Redland, Californie, à environ 60 miles à l'est de Los Angeles, la police a enquêté sur un accident de voiture dont le conducteur,
correspondant à la description de Hickman, avait fui les lieux. Cet incident a marqué le début d'une piste qui mènerait à sa capture. Le lendemain, 22 décembre, une séquence d'événements a accéléré la poursuite. À Seattle, l'un des billets marqués de $20 de la rançon a été utilisé dans une boutique de vêtements. Le commerçant, qui avait vu les photographies de Hickman largement diffusées par la presse, a fourni une identification positive. Le fugitif avait laissé une trace qui permettait maintenant aux autorités de suivre ses mouvements en temps réel. Quelques heures après l'incident de Seattle, Hickman a été aperçu à Portland, Oregon. Un pompiste l'a reconnu lors d'un ravitaillement en carburant et a alerté les autorités, informant que le suspect se dirigeait vers les gorges de la Columbia River. Cette information cruciale a permis à la police d'établir un périmètre de recherche efficace. Dans une tentative désespérée d'échapper, Hickman a employé diverses tactiques d'évasion. Il a volé une voiture et échangé des plaques d'immatriculation d'autres véhicules pour confondre ses poursuivants. Cependant, le filet policier se resserrait rapidement. Toutes les routes menant à l'est de Portland étaient surveillées par des officiers stratégiquement positionnés. Vers 13h30 ce même jour, la poursuite a pris fin. Le chef de police Tom Gardini et l'agent de circulation Buck Llewellyn ont réussi à intercepter et capturer le fugitif. Au moment de l'arrestation, Hickman a démontré un comportement erratique et contradictoire qui caractériserait ses confessions ultérieures. Ses premières paroles après la capture ont été particulièrement révélatrices. Initialement, il a crié un déni absurde, « Un démon l'a tué, je ne sais pas qui il est ». Quelques instants plus tard, il a complètement changé son histoire, déclarant qu'il avait commis le crime parce qu'il avait besoin d'argent pour payer ses études universitaires. Durant sa détention provisoire en Oregon, Hickman a élaboré une stratégie de défense complexe. Il a admis sa participation à l'enlèvement, mais a tenté d'impliquer les frères Oliver et Frank Kramer comme principaux responsables. Dans sa version initiale, il prétendait n'avoir été qu'un complice chargé des communications avec la famille Parker, de la récupération de la rançon et de la livraison du corps. La tentative de partager la culpabilité avec les frères Kramer s'est rapidement révélée être une fabrication. Les enquêteurs ont découvert que les deux frères étaient emprisonnés pour d'autres crimes depuis plusieurs mois lorsque Marion Parker a été enlevée. Hickman connaissait apparemment la petite amie de l'un d'eux et était familier avec leurs histoires criminelles, essayant d'utiliser cette connaissance pour diluer sa propre culpabilité. Après son extradition à Los Angeles, la façade de Hickman a commencé à s'effondrer. Initialement, il a nié avoir commis le meurtre dans son appartement au Bellevue Arms, malgré les preuves de sang trouvées sur place. Cependant, au fur et à mesure que les interrogatoires progressaient, il a commencé à révéler des détails de plus en plus troublants du crime. Dans un développement surprenant, Hickman a avoué un autre meurtre sans rapport, commis lors d'un braquage de pharmacie. Il a également admis une série de vols à main armée, élargissant considérablement son casier judiciaire connu. Ces aveux supplémentaires suggéraient un schéma de violence croissante qui a culminé avec le meurtre de Marion. Les détails de la captivité de Marion, lorsqu'ils ont finalement été révélés, ont démontré un niveau de préméditation et de cruauté qui a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Hickman a décrit comment il avait gardé la fillette les yeux bandés et attachée à une chaise dans son appartement, la forçant à écrire des messages à sa famille comme preuve de vie. Le processus du meurtre, tel que rapporté par Hickman, avait été méticuleusement planifié. Après avoir étouffé Marion, il a suspendu son corps la tête en bas dans la baignoire, coupant sa jugulaire pour drainer le sang et minimiser le désordre dans l'appartement. Cet acte calculé de nettoyage démontrait un niveau troublant de préméditation et de sang-froid. Ces allégations les plus controversées incluaient des affirmations selon lesquelles la victime aurait pu être encore en vie pendant le démembrement, une allégation que les médecins légistes ont par la suite rejetée comme impossible. Hickman a décrit avoir rangé les parties du corps dans une valise et, dans un apparent acte de dissociation, être allé au cinéma, où il prétend avoir pleuré. La préparation du corps pour la livraison de la rançon a révélé un autre niveau de perversité. Réalisant qu'il devrait présenter Marion comme vivante pendant l'échange, Hickman a élaboré un plan macabre. Il a utilisé une aiguille et du fil pour maintenir les yeux de la fillette ouverts, a appliqué du maquillage sur ses joues pour simuler de la couleur, et a arrangé le corps pour qu'il paraisse intact une fois couvert. Dans ses interrogatoires ultérieurs, Hickman a démontré un remarquable manque de remords. Il a tenté de minimiser la souffrance de sa victime, affirmant que Marion n'avait pas souffert, sauf au bref moment de sa mort. Il est allé jusqu'à dire qu'il regrettait ses parents et particulièrement sa sœur jumelle, des déclarations qui ont été interprétées comme une autre démonstration de sa nature manipulatrice. Telle fut l'histoire troublante de l'affaire Marion Parker,
qui est devenue connue comme la poupée humaine en raison de la manière macabre dont le meurtrier avait préparé le corps de la victime pour la livraison de la rançon, cousant ses yeux pour les maintenir ouverts, appliquant du maquillage sur ses joues pour simuler la vie, et arrangeant son corps mutilé pour qu'il ressemble à une poupée grandeur nature pendant ces brefs moments de l'échange. Cette affaire a changé à jamais les protocoles de sécurité scolaire et a laissé une marque permanente dans l'histoire criminelle américaine. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire. Vos commentaires sont très importants, dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire et quelles autres affaires vous aimeriez voir ici. À la prochaine vidéo.